moi, le terme de paix ne me gêne pas à partir du moment où il s'agit bien d'une paix dans laquelle non seulement l'émergence, mais la facilitation des conflits est un processus intégré à ce qu'on appelle la paix. Parce que si inversement, la paix, c'est une forme de domination qui ne dit pas son nom et qui consiste à organiser la négation des conflits, évidemment, ça n'est pas du tout un type de paix dans lequel je me retrouverai. Le nombre de pouvoirs sont, à mon avis, des pouvoirs violents, justement, soit sur le plan de l'éradication physique dans les formes extrêmes, soit sur le plan de l'éradication symbolique de l'autre. Et ils peuvent donner l'illusion d'une forme de paix parce que c'est un ordre dominant, mais c'est ce que Emmanuel Mounier appellerait le désordre établi. Donc la paix que je suis prêt à défendre est une paix qui intègre complètement cette conflictualité. Et l'épopée, puisque c'est le jeu de mots stimulant, me va très bien, puisque je pense que l'un des grands enjeux actuels, c'est la construction de récits alternatifs aux récits dominants. Alors, je dirais que pour moi, je poserais volontairement le conflit comme une alternative à la violence, qui fait qu'à la fois par rapport à ce que dit Angélique, je suis en total accord avec le titre du livre qu'elle a écrit avec Miguel Benassayag, parce que je dirais oui à l'éloge du conflit. Mais là où elle introduit la distinction entre conflit et affrontement, et ça me va comme distinction, mais moi je fais un pas plus loin en disant le conflit est pour moi non pas un élément de la violence, mais une alternative à la violence. C'est-à-dire pour moi, ce qui caractérise les rapports de violence, ce sont des rapports qui sont fondés sur une logique d'éradication. C'est la logique de l'ennemi qu'on veut éradiquer, y compris physiquement. La forme ultime de la violence, c'est la violence physique d'éradication de l'autre. Et pour moi, le conflit, c'est au contraire la façon de faire société, et là c'est un autre point d'accord avec ce que disait Angélique, mais qui fait qu'à ce moment-là, on n'est pas dans des rapports où il y a des ennemis que l'on veut éradiquer, on est dans des rapports entre des adversaires. Et je définirais même le processus démocratique comme l'art de transformer des ennemis en adversaires. C'est-à-dire, je peux être dans un conflit extrêmement radical et profond contre les fonctions sociales d'un certain nombre d'acteurs, par exemple les acteurs dominants du capitalisme financier, mais aussi les acteurs dominants du fondamentalisme, du despotisme, des faits totalitaires, etc., sans pour autant être dans une volonté d'éradication des personnes qui sont dans ces rôles sociaux. Et pour moi, justement, la violence naît quand des conflits n'ont pas pu se former. Exemple typique, les émeutes urbaines en France ou en Grande-Bretagne, c'est parce que les éléments de conflictualité n'ont pas pu se former, qu'à ce moment-là, quand ça finit par péter, ça pète sous forme violence. Dans les éléments d'insoutenabilité du système dominant, qu'elles prennent la forme écologique avec l'hyperproductivisme, qu'elles prennent la forme sociale avec le creusement des inégalités, qu'elles prennent la forme financière avec la démesure de l'économie spéculative. À chaque fois, on a un couple qui est formé par la démesure
et par le mal-être, la maltraitance, le mal de vivre. C'est-à-dire de la même façon que sur le plan personnel, on sait bien que si une personne est boulimique, alcoolique, toxicomane, c'est un indicateur de mal-être. On peut faire la démonstration qu'on retrouve ce couple sur le plan sociétal. Par exemple, dans la démesure de l'économie spéculative, c'est le Wall Street Journal qui a le mieux exprimé cette situation dans un éditorial célèbre où il dit « Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie et la panique ». Ou quand Alan Greenspan, l'ancien patron de la Banque fédérale américaine, parlait de l'exubérance irrationnelle des marchés financiers. Quand on a un couple de type euphorie-panique, c'est un couple pathologique. C'est ce qu'on appelle classiquement de la psychose maniaco-dépressive. Et on sait que dans ces cas-là, il y a une perte de contact avec le réel, y compris avec le réel économique, et on propose des mesures de curatelle, voire de tutelle. C'est pour ça que je dis souvent, et ce n'est pas simplement une provocation ironique, que les marchés financiers devraient être aujourd'hui pris en charge par l'Organisation mondiale de la santé. Donc si on peut repérer ce couple des mesures mal-être, on le retrouve sur la question des marchés financiers. On le retrouve évidemment sur l'économie de l'armement, qui est une vaste organisation de l'économie de la maltraitance. On le retrouve sur le fait que les dépenses annuelles de drogue, de toxicomanie et de stupéfiants représentent entre 5 et 10 fois celles qui seraient nécessaires pour répondre aux objectifs vitaux de l'humanité, la faim, l'accès à l'eau potable, les soins de base, un logement décent. On le retrouve aussi dans l'instrumentation qui est faite par la publicité, où là aussi, ça représente plusieurs fois les sommes qui seraient nécessaires sur les objectifs du millénaire des Nations Unies. Donc une fois qu'on a repéré que le couple démesure mal-être, mal de vivre, il était structurant pas simplement sur le plan personnel mais aussi sur le plan collectif, on comprend bien que les éléments d'alternative, ils sont organisés autour d'un autre couple qui est l'alternative à la démesure. Donc l'alternative à la démesure de l'économie spéculative, ça veut dire l'éradication des paradis fiscaux, les régulations radicales qui sont nécessaires. La démesure aux inégalités, ça veut dire l'émergence de formes de fiscalité, y compris à l'échelle mondiale, qui réduisent drastiquement les inégalités sociales. La lutte contre la démesure, évidemment, sur le plan écologique, c'est le respect des écosystèmes nourriciers. Mais si on se contente d'être simplement dans l'alternative à la démesure sans traiter la question du mal de vivre, eh bien, on traite le symptôme sans traiter la cause. C'est pour ça que j'aime bien des expressions telles que celle de sobriété heureuse de Pierre Rabhi, ou d'abondance frugale, ou de satiété joyeuse, parce que d'une certaine façon, la satiété, c'est simplement de prendre simplement ce qui est nécessaire sans être dans ce que les Grecs appelaient l'hubris, donc la satiété, d'une certaine façon, suffit. Et à ce moment-là, la question du bien vivre, la question de l'énergie de la joie, de la joie de vivre, devient un enjeu pleinement politique. Et donc, aller vers ce type de société, du point de vue d'un mouvement qui, comme le disait Gandhi, préconisant à travers l'expression célèbre « Soyons le changement que nous proposons nous-mêmes », c'est à la fois un mouvement qui sait apprendre à faire de sa propre diversité, ce que nombre d'alternatives au capitalisme ont été incapables de faire, et donc faire de ses propres différences, voire de ses propres divergences, une richesse. Donc ça veut dire par exemple la capacité à construire des désaccords, la capacité à vivre des conflits féconds à l'intérieur
de ces mouvements, la capacité évidemment à apprendre à s'opposer sans se massacrer et à produire des éléments de dynamique sociétale, de dynamique régulatrice, de dynamique institutionnelle qui font que s'opposer sans se massacrer est possible, mais aussi c'est un mouvement qui travaille sur l'énergie de la joie, l'énergie de l'éros, et qui, à ce moment-là, considère que la coopération et l'entraide autour du fait de s'entraider pour vivre mieux est un objectif éminemment politique. C'est-à-dire on sort de ce que j'appellerais le militantisme sacrificiel, hein, au nom duquel les lendemains étaient censés chanter, mais en attendant, on était dans un espèce de puritanisme de l'aujourd'hui qui faisait que le mal-être que ça entretenait dans les mouvements, les partis, les organisations qui se voulaient alternatives au capitalisme, faisait que si, par exemple, la révolution réussissait, la révolution devenait une simple inversion des rapports de pouvoir, mais n'attaquait pas la logique de domination. Et le cercle vicieux de l'alternative, c'est le moment où les anciens dominés deviennent dominants, les anciennes victimes peuvent devenir à leur tour bourreaux, les anciens colonisés peuvent devenir à leur tour soit colonisateurs d'autres peuples, soit de toute façon dominants. Et ça, cette alternative à ce cercle vicieux-là, il se construit dans la façon même de vivre. La résistance, l'expérimentation dans l'avant-transformation du pouvoir lui-même. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce qu'on a appelé l'axe TPTS, c'est-à-dire transformation personnelle et transformation sociale pensée comme complémentaires, non pas comme contradictoires, a été lancé à l'occasion d'un des tout premiers forums sociaux mondiaux. C'était le 2e forum social mondial de Porto Alegre, c'est-à-dire dans un espace où culturellement, c'était plutôt des acteurs qui portaient l'exigence de transformation sociale, que justement cette question du lien et de la complémentarité avec la transformation personnelle apparaisse, était, je crois, très important. De la même façon, quand à Belém a émergé, notamment sous l'influence des peuples indigènes, la question du buen vivir, le militantisme occidental pétri, par exemple, de marxisme, était mal à l'aise avec ce thème du bien vivre, avec ce thème de la joie de vivre, en disant mais si on met ça en avant, ça va réduire notre énergie de résistance, notre énergie fondée sur la colère, notre énergie fondée sur l'indignation. Et les autres acteurs, je pense notamment aux amis brésiliens, disaient mais pas du tout. Non seulement ça ne limite pas notre capacité de colère, d'indignation et de résistance, mais au contraire, c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, ça va être de la résistance créatrice, pour reprendre un autre beau terme qu'utilise Miguel Benassayag comme titre d'un de ses livres, de la résistance créatrice plutôt que de la révolte désespérée. Ça n'est pas sans importance que ce thème même du buen vivir soit venu d'abord de peuples premiers, qu'il ait été repris plutôt dans le contexte de l'Amérique du Sud, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a que en Amérique du Sud que cette question-là puisse être portée. C'est une question qui peut être portée dans le monde entier, mais c'est intéressant de retracer cette histoire, y compris parce que moi, ce que je trouve intéressant chez les peuples indigènes, c'est qu'ils ne peuvent pas se payer le luxe de raisonner en termes de pur rapport de force. Leur rapport de force est tellement faible que s'ils raisonnaient uniquement en termes de rapport de force,
ils ont perdu la partie avant même de la commencer. Donc ils sont obligés de construire un élément d'imaginaire qui vient percuter l'humanité d'autres acteurs qui ne sont pas dans la même situation qu'eux. Par exemple, une grande partie des mouvements de citoyenneté de la société civile mondiale ne vivent pas les conditions des peuples indigènes. Par contre, le buen vivir les percute directement. Donc ça, je trouve que c'est un bon exemple de passage de la logique du rapport de force à une logique de dynamique de force. À ce moment-là, on n'est pas dans un rapport où ce qui est perdu par les uns est gagné par les autres, on est dans une logique où, pour reprendre l'expression consacrée, les lignes bougent. Alors, une fois dit ça, moi je pense que la question, elle est mondiale. Hein, c'est-à-dire, on est à un moment critique de l'histoire de l'humanité où précisément ce qu'on peut appeler de plus en plus le peuple de la Terre, hein, parce qu'il y a une multiplicité de peuples sur la Terre, mais il y a en même temps un peuple de la Terre, et ce peuple de la Terre, il est confronté à une bifurcation décisive, il peut se perdre. Hein, les effets conjugués de l'insoutenabilité écologique, du cocktail explosif de la humiliation et de la misère, du nombre d'armes de destruction massive en circulation, de ce que représenterait une guerre de civilisation. On a l'embarras du choix sur la façon dont l'humanité peut réussir en quelque sorte sa sortie de route, mais elle peut aussi utiliser ces défis pour construire une destinée commune et là, franchir au contraire un saut qualitatif dans son devenir. Après tout, c'est une espèce très jeune, l'humanité comparée à d'autres espèces, et la possibilité d'avancer dans sa qualité d'humanisation, ce que Dialogue en humanité, nous appelons grandir en humanité, est également possible. Ça, d'ailleurs, c'est une épopée. Hein, je veux dire, le fait qu'il y a un immense chantier pour l'humanité à se construire comme peuple de la Terre. Et à ce moment-là, évidemment, le rapport aux politiques change complètement. Le politique s'est construit historiquement sur le fait qu'il y avait des ennemis, des barbares, des étrangers, des infidèles, et on venait pacifier, civiliser une communauté. Ça pouvait être une cité, une tribu, un État, un empire, mais c'était toujours face à une barbarie qui était conçue comme extérieure. À partir du moment où on se pose la question mondiale, ça c'est le bon côté de ce que Édouard Glissant appelle la mondialité, qui est très différente de la mondialisation qui n'est que le cachex de la globalisation financière. Quand on accepte complètement le terrain de la mondialité, de dire il y a des questions communes au peuple de la Terre, à ce moment-là, il y a bien un problème de barbarie, mais ce n'est pas un problème de barbarie extérieure. L'humanité est-elle menacée de destruction? La réponse est oui, mais elle n'est pas menacée par des barbares extraterrestres. Donc elle est menacée, mais par sa propre barbarie intérieure. Elle est menacée par sa propre inhumanité. Et donc à ce moment-là, la nature même du politique à construire, la nature des formes de gouvernance sont directement liées à la capacité d'aller justement travailler sur de la lutte contre la barbarie intérieure, d'aller produire du conflit plutôt que de la violence. Si, par exemple, lors des prochains dialogues en humanité, on va faire sur un plan ludique une rencontre avec une personne qui a été nommée ministre de la Défense de l'Humanité, y compris pour mettre en scène quelqu'un qui arrive tout imbu de son empreinte égologique, parce qu'il est très content d'apprendre qu'il a été nommé ministre. Il n'a même pas vérifié de quoi, et puis il découvre
il découvre sur son Bristol que c'est ministre de la Défense de l'Humanité, donc tout d'un coup, il est un peu paumé, donc il a besoin de se renseigner, et à ce moment-là, on va procéder par interaction à une expertise citoyenne en disant, ben oui, il y a bien un problème de la défense de l'humanité, mais là, par exemple, c'est parce que l'humanité est menacée si elle détruit ses écosystèmes, donc il y a des tas d'expertise citoyenne du côté écologique, même chose sur le plan social, même chose sur le plan du dialogue de civilisation. Et à travers cet exemple qu'on va exprimer de façon scénarisée et ludique, on veut mettre en évidence que la question même des formes de démocratie, des formes de gouvernance, etc., ne peut pas être la projection à l'échelle mondiale de formes politiques qui ont été organisées contre des logiques de barbarie extérieure. L'important n'est pas le but, hein, disait le poète Cavafy, disait l'important c'est le chemin, c'est-à-dire c'est l'épopée au sens où Ulysse, voilà, bien sûr il a un but, c'est de rentrer chez lui, mais d'un autre côté, l'important c'est ce qu'il a vécu sur le chemin pour y arriver. Je pense que on vit dans des sociétés qui sont trop focalisées justement sur le but, sur l'objectif. Qui ne se rendent pas compte que, en fait, ce qui importe, c'est le chemin, parce que c'est justement le chemin qui nous permettra aussi de rencontrer nos objectifs, de rencontrer nos finalités, qui ne sont pas forcément celles qu'on aura visualisées à l'avance. Vous voyez, cette impuissance aussi dans laquelle est la conscience humaine, de savoir véritablement de quoi demain sera fait. Il faut se mettre en chemin, essayer de transformer les choses à partir des éléments qui sont à notre portée, à partir de la représentation que nous avons de ce qui ne va pas dans ces choses-là ou de ce qui doit être mis en valeur dans ce qui est là. Et puis on verra de quoi demain sera fait. C'est-à-dire que ça nous apparaîtra au fur et à mesure du chemin.